Et si le gargouillement bruyant de l'estomac, tu sais, ce fameux signal qui nous pousse à courir vers le frigo, eh bien, et si ça n'avait absolument rien à voir avec la véritable faim? Bonjour et bienvenue, je suis ravi de démarrer cette discussion aujourd'hui. Bonjour Sam. Et ouais, je suis très heureuse d'être là pour décortiquer tout ça avec toi. C'est un sujet tellement fascinant. Aujourd'hui, on entame une exploration approfondie qui va, je pense, complètement retourner notre compréhension de la perte de poids, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui ont tout essayé. C'est clair. Parce qu'il s'avère que le plus grand obstacle entre nous et notre poids de forme, c'est pas le contenu de notre assiette, ni même notre estomac d'ailleurs. Ouais, c'est notre cerveau. Et par extension, toute notre histoire personnelle. C'est vraiment la mission de notre discussion du jour, analyser ce qui se cache derrière nos repas. Exactement. Et c'est le grand paradoxe de la nutrition moderne en fait. On essaie de régler un problème qui est profondément émotionnel et neurologique en utilisant une simple calculatrice. Une calculatrice pour compter les calories, c'est ça. Voilà, et c'est exactement pour ça que la majorité des tentatives se soldent par un échec cuisant. On ne regarde pas au bon endroit. Et c'est pour cette raison qu'on va se concentrer sur les concepts révolutionnaires tirés d'un ouvrage très spécifique, La méthode Cohen, du docteur Jean-Michel Cohen. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce livre n'est pas du tout un manuel de privation classique. L'auteur propose une véritable approche de psychonutrition. Psychonutrition. Le mot est lâché, mais je dois avouer que je suis un peu sceptique au premier abord. C'est facile de dire que tout se passe dans la tête, non? Et je comprends tout à fait ce scepticisme. Bah oui, parce qu'on connaît tous des gens qui ont perdu du poids à la dure, avec une discipline de fer, des privations sévères. La volonté seule, c'est quand même pas un mythe total, non? Alors, la volonté pure fonctionne, oui, mais sur un temps très très court. C'est-à-dire, C'est comme retenir sa respiration sous l'eau. On peut le faire par la force de la volonté pendant une minute, peut-être deux pour les plus entraînés, mais à un moment donné, la physiologie reprend le dessus. ouais, on est obligé de remonter à la surface. Exactement. On remonte pour aspirer de l'air de façon complètement incontrôlable. Eh bien, avec la nourriture, c'est la même mécanique. Imposer une privation stricte sans comprendre pourquoi on mange, c'est s'exposer au fameux craquage, inévitable, quoi. Tout à fait. C'est une compulsion de survie, en fait. Bon, décortiquons tout ça. La volonté a une date de péremption, d'accord? Mais ce besoin de s'imposer une discipline de fer, ça naît rarement d'une envie spontanée. Ah bah non, ça vient d'une pression extérieure qui est monumentale. L'ouvrage fait d'ailleurs un rappel historique assez saisissant sur la façon dont notre conception de la silhouette idéale a été complètement tordue avec le temps. Ah oui, l'évolution est juste vertigineuse. Si on remonte à l'ère paléolithique ou même à l'Antiquité avec la Vénus de Milo, les formes généreuses n'étaient pas juste acceptées. Elles étaient vénérées. Voilà. Biologiquement, un corps qui stockait de la graisse, c'était un corps capable de survivre aux famines, de procréer. C'était un symbole de puissance et de vie. Et aujourd'hui, on est à l'extrême opposé. On vit sous le diktat d'une minceur presque irréelle, amplifiée par les réseaux sociaux. Ouais, la pression est constante. D'ailleurs, en lisant cette partie, j'ai eu une image en tête. Au XIXe siècle, les femmes s'enfermaient dans des corsets qui leur déformaient les organes. Rien que pour affiner leur taille, oui. Aujourd'hui, l'outil technologique a remplacé le tissu. Les filtres des téléphones portables sont devenus nos nouveaux corsets, tu vois? La comparaison est frappante et tellement vraie. L'étouffement visuel a remplacé l'étouffement physique. Mais la violence psychologique, elle, reste identique. C'est fou quand on y pense. Et c'est pour contrer cette violence que l'auteur s'appuie sur une dimension très philosophique. Il cite le banquet de Platon. Ah oui, l'idée que la beauté est subjective. Exactement. Elle rayonne d'une harmonie globale. Médicalement parlant, le vrai poids idéal, c'est pas un chiffre standard imposé par une application sur ton téléphone. C'est le poids de forme, l'organisme fonctionne bien en fait. Voilà. C'est là où l'individu se sent heureux et beau, complètement libéré de ses fantasmes numériques. Donc, si je résume, la société dicte l'image, mais c'est bien la biologie qui dicte l'assiette. Sauf que notre propre biologie, elle est remplie de signaux qu'on interprète mal. Très mal même. Revenons à cette histoire d'estomac qui gargouille du début. Si c'est pas la fin, c'est quoi concrètement? Alors ce gargouillement, c'est ce que les gastro-entérologues appellent le complexe moteur migrant. Le complexe moteur migrant, d'accord. C'est un processus purement mécanique. Pour faire simple, c'est ton système digestif qui passe un grand coup de balai dans l'estomac et les intestins. Juste pour les nettoyer entre les repas. C'est ça. Le bruit qu'on entend, c'est juste de l'air et du liquide qui sont déplacés. Ça n'a absolument rien à voir avec un besoin cellulaire de nourriture. C'est dingue. Mais alors, comment le corps sait-il qu'il a vraiment besoin de carburant? D'où part le vrai signal?
La véritable faim physiologique, elle est déclenchée par une baisse précise du taux de sucre dans le sang, la glycémie. Ok, et qui détecte ça? Eh bien, l'organe qui panique en premier, c'est pas le ventre, c'est le cerveau. C'est de loin le plus gros consommateur de glucose de notre organisme. Et quand il manque de sucre, il fait quoi? Il libère des neurotransmetteurs spécifiques pour déclencher une sensation d'urgence. Le corps se met direct en mode recherche de carburant. Ok, donc le cerveau sonne l'alarme, on se met à table, on mange. Mais l'autre grand mystère, c'est comment sait-on qu'il faut s'arrêter? Ah, ça c'est crucial, parce qu'il y a une vraie confusion entre deux termes, la satiété et le rassasiement. La distinction est si importante que ça? Elle est fondamentale pour comprendre notre comportement à table. La satiété, c'est l'état de non-faim entre les repas. C'est une durée. D'accord. C'est quand on n'a plus faim pendant l'après-midi, par exemple. Voilà. Le rassasiement, par contre, c'est le processus qui se produit pendant que tu manges. C'est ce qui te pousse à poser la fourchette. Et j'imagine que ça ne dépend pas que du volume dans l'estomac. Pas du tout. Ça dépend massivement de nos sens. L'olfaction, la mastication et surtout le goût. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur mentionne une expérience scientifique fascinante avec des enfants et des gâteaux. Tu peux nous l'expliquer? Bien sûr, les chercheurs ont pris deux groupes d'enfants. Au premier, ils ont donné un gâteau allégé en calories, parfumé à la vanille. Ok, une saveur plutôt douce. Et au second groupe, ils ont donné un gâteau beaucoup plus calorique, mais avec un goût de chocolat très prononcé. Et intuitivement, on se dit qu'ils vont se goinfrer de chocolat par gourmandise. Eh bien, les résultats ont été totalement contre-intuitifs. Les enfants ont mangé une quantité bien plus importante du gâteau à la vanille et se sont arrêtés très vite avec le chocolat. Attends, vraiment. Pourquoi le cerveau s'arrête-t-il plus vite sur le chocolat? Parce que notre cerveau reptilien a appris avec l'évolution à associer une densité aromatique forte, comme le chocolat, à une forte densité calorique. Ah, donc le goût puissant sert d'alerte. C'est ça. Dès que les papilles détectent ce goût, le cerveau anticipe l'arrivée massive de calories. Il déclenche les signaux de rassasiement super vite. Il dit un truc du genre « c'est bon, le signal est fort, on a notre dose, on arrête ». Exactement, alors qu'avec la vanille, le signal est faible. Le cerveau laisse la porte ouverte plus longtemps pour être sûr d'avoir emmagasiné assez d'énergie. C'est génial. J'ai une analogie pour ça. C'est comme le système de freinage d'une voiture. Vas-y, dis-moi. Si le goût et le plaisir sont nos freins, eh bien manger un repas volontairement fade sous prétexte que c'est diététique, c'est rouler sans frein. Ah ouais, la métaphore est parfaite. Le cerveau ne reçoit jamais son signal d'arrêt sensoriel. Il réclame de la nourriture et on finit par avaler des kilos de brocoli vapeur tout en ressentant un vide immense. C'est exactement pour cela que préserver le plaisir gustatif pendant un régime, c'est pas un caprice, c'est une nécessité biologique absolue. Ce qui m'amène à une contradiction énorme. Laquelle? Si on admet que notre biologie est une machine bien calibrée, avec des alarmes et des freins, pourquoi on est tous capables d'engloutir un paquet de biscuits à 22 heures alors qu'on sort de table? Ah, là on plonge vraiment dans le cœur de la psychonutrition. La biologie ne s'est pas trompée, elle a juste été détournée. Détourner comment? Manger, surtout des aliments gras et sucrés, ça déclenche une libération massive d'endorphines et de dopamine. Les fameuses hormones du bonheur. Les hormones de l'apaisement, oui. La nourriture devient alors un redoutable antidouleur émotionnel. C'est légal, disponible tout de suite et accepté par la société. C'est vrai. Et les cas cliniques partagés dans le livre sont bouleversants. Il y a le concept du corps-mémoire. L'histoire de Marion, oui. Ça montre à quel point le corps n'oublie absolument rien. Elle reprenait mystérieusement 10 kilos chaque été, c'est ça? Oui, pour les perdre à l'automne. Aucune explication métabolique. Mais en explorant son histoire, le médecin découvre une date anniversaire inconsciente. La perte tragique de sa grand-mère pendant un été de son enfance. Voilà. Son corps se remplit pour incarner un deuil qu'elle n'a jamais pu verbaliser. La graisse devient une carapace protectrice. Et la nourriture vient remplir un vide affectif béant. C'est dingue. Et il y a aussi le corps électrique, avec le cas de Sandrine. Oui, Sandrine, directrice de labo, profil typique de la personne surmenée. Elle encaisse des micro-stress toute la journée. Retard, conflit. Elle tient bon toute la journée, et le soir? Et le soir, la tension intérieure est monumentale. Elle n'a aucune pathologie alimentaire, mais elle se met à grignoter frénétiquement. Pour décharger la tension dans son système nerveux. Moi, je compare ça à un bâtiment équipé d'un paratonnerre. C'est une bonne image, ouais. Toute la journée, les orages du stress s'accumulent sous forme d'électricité statique. Et s'il n'y a pas d'autre moyen d'évacuer, le sport, la méditation, ou juste pleurer un bon coup, le frigo devient la seule prise de terre. C'est exactement ça.
Toute l'angoisse se décharge dans le grignotage. Et c'est pour ça que culpabiliser face à ça, c'est inutile et destructeur. C'est pas une faiblesse de volonté. Non, c'est un mécanisme de survie psychologique. Le cerveau tente d'anesthésier un stress insupportable avec le seul outil qu'il a sous la main. Bon, alors, ceux qui nous écoutent pourraient se dire « Ok, je comprends l'aspect psy, mais pour maigrir vite, il suffit de couper les vivres, non ?» On voit des régimes miracles partout. Les régimes à la mode, oui, le jeûne, le cétogène. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que ce sont de pures arnaques? La science explique très bien pourquoi ils fonctionnent à court terme et pourquoi ils détruisent le métabolisme à long terme. Analysons le régime cétogène, par exemple. Sans glucides. C'est le rêve de tout le monde. Brûler de la graisse en continu. Quel est le problème? Le problème, c'est que le corps carbure au glucose. Quand tu le prives, le foie doit transformer les graisses en corps cétonique pour nourrir le cerveau. C'est la cétose. Ça fait perdre du poids vite, non? Oui, une perte d'eau énorme au début. Mais le vrai danger, ce sont les reins. Les corps cétoniques rendent le sang plus acide et les reins s'épuisent à évacuer ces déchets. Ah ouais, épuisement rénal. Et le jeûne strict? Ne boire que de l'eau pour nettoyer l'organisme? Il y a une citation célèbre de Claude Bernard qui résume ça. Le lapin à jeûne mange du lapin. Ça veut dire que le corps s'autodévore? Littéralement. Le cerveau exige du sucre. Or, le corps a du mal à transformer la pure graisse en sucre rapidement. Donc il prend où? Dans les muscles, il transforme les protéines de nos muscles en glucose. C'est la néoglucogénèse. On sacrifie sa propre masse musculaire pour sauver le cerveau. On détruit son moteur, en fait. Et quand on remange, on a moins de muscles pour brûler les calories, on reprend tout en double. Exactement. Et le jeûne intermittent, ne manger que sur une fenêtre de 8 heures. Le livre déconstruit ça avec une règle d'or arithmétique. Ça peut structurer les repas, mais sur le plan physiologique, ça sert à rien si on avale 3000 calories de malbouffe pendant ces 8 heures. Il n'y a pas de magie liée à l'horloge. Aucune. Pas de perte de poids sans déficit énergétique. En gros, chercher un régime miracle, c'est essayer de réparer un mur porteur avec du ruban adhésif. Ça tient un jour, ça s'effondre le lendemain. C'est ça. Alors quelle est la vraie méthode en pratique? Les outils tactiques? Ce n'est pas un régime monolithique. C'est une stratégie adaptative avec des phases. Il y a le régime œuf, par exemple. Régime œuf, Voilà. C'est ultra rapide, mais attention, limité à 8 jours maximum. Le blanc d'œuf, c'est de la protéine pure. Et ça demande beaucoup d'énergie à digérer, c'est ça? Voilà, l'effet thermique des aliments. Le corps dépense presque 30% des calories de la protéine juste pour l'assimiler. C'est une manœuvre d'urgence pour créer un choc visuel sur la balance. Pour relancer la motivation psychologique, oui. Ensuite, on passe au régime flash pour briser une stagnation. Et enfin, le pivot, le régime Cohen ou Cohen+. Qui est un régime méditerranéen équilibré. Pour ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est comme une boîte de vitesse. Comment ça? La première vitesse, c'est le régime E. Elle a beaucoup de coupe pour démarrer sur une pente raide. Ah oui, mais si on reste en première sur l'autoroute, le moteur explose. Exactement. Il faut passer la seconde avec le régime flash, puis se caler en troisième pour un voyage au long cours. Avec 40% de glucides, 40 de lipides et 20 de protéines. La métaphore marche très bien, et cela soulève une question cruciale. Pour que le conducteur supporte le voyage, il faut inclure des équivalences plaisir. Pour éviter la frustration. Absolument. Remplacer intelligemment un aliment par un aliment doudou, tout en respectant l'enveloppe calorique globale. Sinon, le craquage est garanti. Bon, imaginons qu'on a respecté tout ça. On arrive face au piège ultime abordé dans le livre. Le mensonge de la stabilisation. Oui, la grande illusion. La stabilisation n'est pas une ligne d'arrivée. Pourquoi? Il y a cette expérience édifiante avec des étudiants en médecine. Pendant un régime, ils étaient habitués à des steaks de 125 grammes très précis. Ok. À la fin, on les a lâchés devant un buffet libre avec des viandes prédécoupées de différentes tailles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leurs vieux réflexes ont repris le volant. Inconsciemment, ils ont pris des portions de 150 puis 200 grammes et ils étaient persuadés de manger les mêmes petites quantités qu'avant. Le naturel revient au galop. La stabilisation, en fait, c'est une rééducation à vie. Il faut réintroduire les calories par petits paliers progressifs de 200 calories. Ou utiliser les repas libres le week-end. Exactement, en gardant un œil vigilant. La vraie valeur pratique pour nous, c'est d'accepter qu'on ne retourne jamais à ses anciennes habitudes. Parce que ce sont ces habitudes qui ont créé l'ancien corps. C'est d'une logique implacable. Bon, pour récapituler l'esprit global de cet ouvrage, c'est vraiment une approche déculpabilisante. Elle refuse la souffrance et célèbre le plaisir, tout en demandant une grande conscience de soi. Et la première étape pour quiconque écoute, c'est d'observer pourquoi on mange, avant de juger ce qu'on mange. Voilà.
Se demander est-ce que mon cerveau est en alerte ou est-ce que je cherche mon paratonnerre émotionnel? C'est ça. Et d'ailleurs, pour conclure, ça mène à une pensée assez provocante. Vas-y, je t'écoute. Si notre façon de manger est le miroir de notre histoire intime et de nos émotions passées, se pourrait-il que la simple saveur de notre péché mignon réponde à un besoin affectif précis? Un besoin de l'enfance, par exemple? Voilà. Une affection manquée dans notre enfance qui attend encore en silence d'être reconnue et guérie à travers cette saveur familière, c'est une vraie question à se poser.